Ma fille s'apprête à partir en promenade avec sa mère. Ben, on est à l'Élysée. Hein? Ben, c'est eux qui viennent. Elle nous regarde, ma fille, je ne peux pas savoir. Parce que c'est mignon. Mais enfin... Toujours novateur en matière de communication, Nicolas Sarkozy a beau se tenir officiellement hors de la scène politique, il n'en continue pas moins d'envoyer des messages. Mais quel sens ont ces messages? Répondent-ils à une stratégie pour amorcer un retour? Et ces nouvelles images corrigent-elles celles qui ont fait battre l'ex-président en 2012? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Nicolas, mais aussi Carla et même Julia, qui pourraient jouer un rôle dans ce qui ressemble beaucoup à une opération de reconquête. Avec nous, 4 invités, bonjour. 2 communicants, alors d'abord Thierry Sausset, alors auteur récemment d'un livre sur les 2 corps du président chez Robert Laffont. Vous avez conseillé pas mal de monde, dont notamment Nicolas Sarkozy, hein, et si on a bien compris, il vous arrive encore de temps en temps de parler communication avec lui, donc on compte sur votre expertise. Pas seulement communication. Pas seulement, mais c'est ce qui nous intéressera particulièrement. Donc on compte sur votre expertise pour analyser les images qu'on va voir. Michel Bétan de chez Havas Worldwide. Alors vous aussi, vous connaissez bien Nicolas Sarkozy et l'UMP, hein, où vous avez travaillé aux côtés de Xavier Bertrand. Michael Darmon, journaliste politique à iTélé. Et enfin Jeanne Bordeaux de l'Institut de la qualité de l'expression. Alors vous vous intéressez spécialement aux recettes du storytelling, hein, comme on dit en bon français. Et on verra avec vous quelle histoire, justement, nous raconte l'ex-président depuis son départ de l'Élysée. Une histoire qui, ces temps-ci, l'a fait sillonner les routes de France pour suivre sa femme Carla lors de sa tournée. La première date, le premier concert avait lieu dans une ville de l'ex-fief de Nicolas Sarkozy, Courbevoie. C'est à se demander qui était la vedette hier soir à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, alors que Carla Bruni donnait un concert longuement ovationné. Son mari, Nicolas Sarkozy, a presque éclipsé la chanteuse. On l'écoute au micro de Françoise Desmarais. Comment vous l'avez trouvé? J'ai trouvé fantastique. 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 Ouais. C'était génial. Et le public était... Merci, hein. Au revoir. Voilà, un petit coucou aux caméras, c'est tout. Mais quelques jours plus tard, lors d'un autre concert à Longjumeau, ville de NKM, eh bien, il glisse quelques mots au micro qui se tendent. C'est une salle où j'ai parlé, moi-même ici. Vous appréciez cet accueil? J'apprécie de soutenir ma femme et d'être avec elle. Et puis voilà, moi je suis dans le public. Vous êtes gentil de vous intéresser à moi, mais franchement, je suis un fan de Carla Bruni, voilà, c'est tout. J'aimerais pouvoir aller à tous les concerts, malheureusement, ça ne sera pas possible, mais le plus possible, j'irai la soutenir. Merci. Voilà, le plus possible, j'irai la soutenir et par hasard ou par chance, Carla se rend souvent dans les villes des amis de Nicolas. Par exemple, quelques jours plus tard, eh bien, on retrouve l'ex-président dans la ville de François Baroin. C'était un secret de Polichinelle, la présence de Nicolas Sarkozy, qui hier se prêtait volontiers aux photos devant l'entrée des artistes du théâtre de Champagne de Troyes. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. Mais pas question pour l'ancien président de s'exprimer devant notre caméra. Il ne serait là que pour Carla. Bonne soirée. Bravo. Merci, hein. Une Carla Bruni bien discrète hier, aucune prise de vue autorisée dans la salle. Voilà, bon, il parle peu aux journalistes, un petit mot, un petit coucou. Mais alors, question, peut-on le croire sincèrement quand il dit n'être là que pour soutenir sa femme? Ou joue-t-il à faire semblant tout en sachant que personne ne le croira? C'est un peu la question qu'on se pose en voyant ces images, Michael Darmon. Oh bon, ça ne fait absolument aucun doute. Il vient parce que c'est une opération politique qui est construite avec Carla Bruni, qui est devenue maintenant l'impresario de Nicolas Sarkozy. Et on voit bien que ce roadshow est construit pour reconquérir les classes moyennes. Que pour ça, vous pensez? C'est une articulation. C'est une articulation qui est faite pour ça. Comme par hasard, il est là à tous les concerts. Comme par hasard, il rentre juste avant, il se fait acclamer. D'ailleurs, on remarque à Troyes qu'il s'est même rasé. Alors normalement, il avait sa barbe qui indiquait qu'il était hors de la vie politique. Qu'il avait quitté la présidence, donc voilà, maintenant il s'est rasé. Donc on sent bien que tout cela participe de l'opération, d'après ce qu'on comprend autour de Nicolas Sarkozy, qui consiste à dire maintenant,
que l'on a compris que quand il se déplace dans la rue, il est de plus en plus sollicité, interpellé de manière amicale. Donc on monte en gamme, on n'est plus seulement dans les conférences dans le monde entier, mais on repart à la conquête ou à la reconquête de cette France des classes moyennes qui au fond l'avait désignée et ensuite l'a rejetée. Donc on est bien dans une opération politique de premier ordre. Et d'ailleurs qui reprend un peu les canons qu'on a connus à l'époque, puisqu'il était toujours à l'époque à dire ma femme c'était Cécilia, maintenant il dit ma femme c'est Carla. D'accord, Nicolas Sarkozy tel qu'en lui-même. Thierry Sausset, c'est sur ces images alors qu'il cherche ces images de bains de foule. Je ne crois pas ça du tout. Je crois que c'est votre qualité formidable de journaliste de surinterpréter il raconte une histoire, les choses. Oui. Premièrement, on n'a pas vu cette affection puissante qui a été même plus forte dans la dernière campagne présidentielle qu'en 2007. Et à chaque fois qu'il sortait, et depuis à chaque fois qu'il sort, hors les concerts de Carla Bruni, il y a 200 personnes autour de sa voiture. C'est-à-dire, il y a une affection autour de lui qui est d'ailleurs confirmée par les sondages. C'est pas pour rien que 87% des électeurs de droite, veulent que ce soit lui et personne d'autre. Donc il veut quand même montrer cette image. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas besoin d'aller au concert de Carla Bruni pour faire, selon moi, si vous le permettez, pour faire des démonstrations de popularité. Qu'est-ce qu'il cherche dans cette affaire? D'abord, je crois qu'il est sincère quand il dit « elle a été avec moi et je suis avec elle ». Et deuxièmement, il est vrai que quand elle chante Mon Raymond ou Le Pingouin, bien qu'elle dise que tout ça n'ait rien à voir avec François Hollande, il est sûr qu'elle fait passer des messages qui sont utiles à Nicolas Sarkozy, qui doit jouer à la fois la distance par rapport à la politique politicienne et montrer qu'il est toujours là et répondre en quelque sorte à cette attente d'une grande partie de l'électorat de droite. D'accord, donc il y a quand même un petit peu de ça. Alors, Michel Bétan... Entre les deux, en fait. Parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pas du tout. Il faut juste revenir à l'histoire de Nicolas Sarkozy en 2013. Il n'a fait qu'être en gestion de crise. Karachi, Tapi, Bettencourt... On va y revenir. Oui, mais ça explique beaucoup de choses, en réalité. Il est dans une séquence de communication aujourd'hui qui est plus positive parce que les 9 premiers mois de l'année ont été extrêmement négatifs pour lui. Et donc son enjeu, c'était aussi de reconstruire quelque chose. Nicolas Sarkozy a toujours été un innovateur en politique. Et là, tout d'un coup, on a une nouvelle campagne qui commence, non pas dans des meetings, mais dans des concerts. Ce qui est extrêmement intéressant. Il faut juste faire attention. Donc là, c'est une nouvelle étape, cette série. Bien sûr, Carla Bruni a un petit problème. Elle ne saura jamais si les gens viennent pour l'écouter chanter ou pour venir voir Nicolas Sarkozy. Et je ne sais pas si elle aurait autant de monde, d'ailleurs. Et puis, deuxièmement, il faut faire attention à Nicolas Sarkozy. À force d'aller que dans les concerts de Carla Bruni, il va finir par connaître ses chansons par cœur et il va en oublier son tempo politique. Et c'est ça qui, à mon avis, risque... c'est dangereux, alors. Et oui, c'est dangereux, bien sûr. Alors, justement, vous avez commencé à évoquer l'autre question qui est celle de l'impact de ces images. Voilà, pour les gens qui ne sont pas allés au concert, mais qui voient ces images à la télé. Alors, Jeanne Bordeaux, justement, votre regard sur ces images, qu'est-ce qu'elles renvoient pour ceux, justement, qui les découvrent en spécialiste un peu de cette mise en récit et du storytelling dont on parle tant, il est en train de réussir. Et c'est très intéressant parce qu'il a quitté la mutualité en disant « je vous aime ». Et au fond, Aristote disait bien que le langage était raison et émotion. Donc là où je ne serais pas d'accord avec M. Bétan, c'est que c'est intelligemment réfléchi et construit. Pourquoi ? Il y a l'homme rationnel, il va à l'étranger, il est un défenseur de l'Europe, il a une vraie connaissance. On verra, ça c'est tout ce qui était. Il a une vraie connaissance de la politique économique et parallèlement, quand on quitte le peuple en disant je vous aime, on voit bien qu'il construit une histoire d'amour et qu'il sait bien mesurer les temps d'émotion qu'il vit avec cette population, comme vous l'avez dit, qui vibre pour lui. Il y a sincèrement eu un gain pour lui quand il a lâché ses émotions. Et le discours, quand il est parti, tout le monde a dit mais que ne nous a-t-il parlé de cette façon ? Parce qu'il possède... C'est très important ce que vous dites. Ah, d'accord. C'est très fondateur. C'est très fondateur. C'est fondateur, mais en même temps, ça révèle aussi la problématique parce que vous dites il est construit, il est réussi. La question, c'est est-ce qu'il est efficace, premièrement. Il dit oui, parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il là, on voit de l'émotion. Il est ému, les villes où il n'a pas prononcé ses discours. Mais la question, est-ce que l'affection fait élection? On sait très bien qu'il a cette popularité parce qu'il est en dehors de la vie politique et dès qu'il reviendra, s'il doit revenir, et puisqu'il veut revenir en politique,
politique. On verra bien comment l'entrée dans l'atmosphère, comme on dit. Il est très fort. Vous savez bien, on peut passer tous. à la suite, parce que vous dites effectivement qu'il est parti en disant je vous aime, mais il est parti aussi en disant vous ne me reverrez plus. Hein, c'était ça l'autre message. C'était pas dans la mutualité, le discours de la mutualité. Non, vous ne me reverrez plus. Non, mais là, il faut rester dans la partie historique. Non, c'était pas dans le discours de la mutualité, mais c'est ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'était un mois, c'était effectivement lorsqu'il était encore en pleine campagne. À des journalistes, voilà. Et alors, il y a peut-être un petit côté, si vous votez pas pour moi, attention, je disparaîtrai. Je resterai parmi vous, c'était à la mutualité. Ça, c'était à la mutualité. Mais alors, attendez, si je n'aurais plus parler de moi. Oui. Non, mais aux journalistes. Est-ce que je peux, excusez-moi, lancer mon deuxième extrait? Parce que justement, récemment, on a pu voir, donc lors d'un documentaire diffusé cet automne sur D8, mais tourné pendant la campagne de 2012 par Farida Khelfa, une amie de Carla Bruni, eh bien, on entend justement l'ex-président se prononcer sur cette hypothèse d'un retour, voire d'un recours. Alors la scène se déroule donc le soir de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle dans le bureau de l'ex-président. On regarde et puis on continue à commenter. Comment ça s'est passé la réunion avec vos porte-paroles? Bien. La moitié pleure. Bien. Bon. Mais j'ai réfléchi. L'autre solution consistait à que je me présente aux législatives, dans ma circonscription, que je prenne la présidence de l'UMP et que je conduise la... Non, c'est pas possible. J'ai pas voulu. Écoute, c'est beau de partir comme ça, et puis tu verras. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas être si définitif. Il faut fermer la porte aux paroles dans les jours qui viennent aux législatives, mais pas définitif vis-à-vis des gens. T'as vu comment les gens t'aimaient, il ne faut pas les abandonner d'un coup. Avec le texte que je fais, Oui, il est ambigu, le texte. Non, il n'est pas ambigu sur la politique. Il est ambigu sur la réflexion. Je reste l'un des vôtres. Je vous aime. Mais le recours, ça n'existe pas. Je n'y crois pas. Et puis alors, ça vous fout la vie en l'air. Le recours, ça n'existe pas. Et puis c'est se foutre la vie en l'air, dit-il. Alors quand on entend ça, on se dit, bah oui, c'est convaincant. Il ne va pas rester là à attendre de se poser en éventuel recours. Alors deux questions, c'est est-ce que ces images qui ont été tournées il y a quand même 1 an et demi ne viennent pas télescoper la réalité d'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de paradoxal dans finalement ces images qu'on découvre aujourd'hui au moment où il y a la tournée des concerts de Carla Bruni? D'abord, l'intérêt de ce documentaire qui a beaucoup été commenté lorsqu'il a été diffusé, c'est que d'abord il montrait dans la partie la plus intime finalement du clan de Nicolas Sarkozy qu'il savait dès le début que la campagne était perdue. Mais qu'il a fait le job jusqu'au bout, comme une bête politique qu'il est, premièrement. Deuxièmement, cette séquence-là, ce qu'elle montre, c'est que dès le début, il veut revenir. Et il organise ça que ça nous montre, cette séquence. Bien sûr, parce que c'est évident. Ah bon, alors expliquez-nous pourquoi. Parce que sa femme dit au fond ce qu'il pense. Elle dit il ne faut pas fermer la porte, il ne faut rien dire en ce moment, mais en réalité, il ne faut pas fermer la porte aux gens. Et donc, dès le début, l'ambiguïté des propos de la mutualité, c'est de dire je vais créer une ombre portée sur ma famille politique et sur la droite, et vous verrez que de quoi on parle depuis 2012, savamment entretenu par l'équipe de Nicolas Sarkozy, voire lui-même, c'est son retour potentiel. Et c'est ça l'idée. On est décidément pas d'accord. Bon, alors attendez, alors Michel Bétan et puis Jeanne Bordeaux qui n'étaient pas d'accord non plus. C'est bien, personne n'est d'accord. Alors on essaie de comprendre les éléments. À la fois ce documentaire et cette scène qui est très intéressante. Sur le documentaire, on a beaucoup dit extraordinaire, fabuleux. Attendez, Nicolas Sarkozy, il a toujours tout montré de sa vie politique, y compris sa vie familiale. Donc il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de stratégie volontaire là-dedans. Par contre, c'est pas une stratégie. Mais non, il a toujours fait comme ça. Ça ne change pas pour lui. C'est pas quelque chose qui est nouveau. On l'a vu en photo, son fils au bureau, en famille. On a toujours. Il est lui-même. C'est lui-même. C'est sa façon de faire de la politique. Alors, mais ce qui est très intéressant dans ce bout de reportage, d'abord, c'est que je suis d'accord avec Michael Darmon. Je pense qu'il avait compris depuis très longtemps qu'il avait perdu les élections. Pourquoi? Parce qu'il était tellement détendu, tellement de recul dans cet extrait-là que quelqu'un qui se prend une baffe, parce qu'il s'est quand même pris une baffe. Énorme. Attendez, et qu'il découvre au soir des résultats, il n'est pas comme ça. Et qu'en fait, il n'est pas comme ça, ce qui prouve qu'il avait déjà anticipé, en tout cas psychologiquement, la défaite. Et puis la chose la plus intéressante, c'est qu'en réalité, il est totalement en contradiction avec tout ce qu'il fait depuis 1 an. Parce que tout le monde sait que ce soir-là, lorsque le discours est préparé par Henri Guénaud, il y a 2 phrases dans le discours qui sautent. Je quitte la vie politique, et qui lui fait retirer cette phrase? Alain Juppé et François Fillon. Peut-être qu'ils vont le regretter. Donc cette phrase, elle était dans le discours.
pas forcément les deux. En tout cas, elle était dans le discours et en fait, il répète ce qu'il y avait dans le discours. Parce que quand il dit « j'ai décidé de ne pas aller aux législatives, de ne pas reprendre l'UMP », c'était parce qu'il avait décidé dans sa tête de penser « je ne suis pas un recours, je ne serai plus jamais un recours », parce que ça n'existe pas un recours en politique. D'accord, mais c'est vrai que dans son discours à la mutualisée, il y a une espèce d'ambiguïté, effectivement, c'est « je reste un des vôtres » et c'est tout. D'accord, du coup, deux questions. C'est premièrement sur le moment, hein, donc vous dites c'est sa femme qui dit la vérité de ce qu'il pense, et donc, mais en même temps il retire cette phrase à la demande de ses proches. Donc question, est-ce que effectivement à ce moment-là, quand il se fait filmer pour cette séquence, il pense à la suite ou alors il se laisse juste filmer tout simplement? Et puis deuxième question, ce sera pour Jeanne Bordeaux, est-ce qu'il y a un télescopage finalement entre sa stratégie de reconquête et ces images qui semblent dire un peu le contraire? Je crois qu'il n'est pas obsédé par son retour. Ce que montrent ces images. Je pense, je pense ça sincèrement. Je pense qu'il n'est pas obsédé par son retour, et je vais vous dire, quand on exerce le pouvoir ou quand on mène une autre vie, on a besoin de s'auto-motiver. Et il a besoin quelque part d'être dans la plénitude de sa vie actuelle. Et je pense que c'est indispensable à son équilibre. Et s'il est plus détendu, s'il est plus calme, s'il est plus proche, c'est aussi en grande partie grâce à ça. Et donc il a cette plénitude de sa vie d'aujourd'hui, qui n'est objectivement pas une vie désagréable, y compris sur le plan familial. Et en plus... je pense qu'il sait au fond de lui-même. Attendez, je peux terminer. Que ce sera tout ou rien. Donc si c'est rien, il faut qu'il profite de sa vie aujourd'hui. Et si c'est tout, il n'aura pas le choix de ne pas y aller. Alors attendez, avant que Michaël Darmon réagisse, du coup ça veut dire en clair... C'est cohérent quand même. En clair, ça veut dire que pour... En clair, si je comprends bien, on va faire réagir Michaël Darmon. Ça veut dire que pour vous, cette séquence dit encore aujourd'hui la vérité de son état d'esprit. D'accord, Michaël Darmon. Alors deux choses. Un, effectivement, il est beaucoup plus heureux, beaucoup plus apaisé qu'il n'a été pour une raison principale et qui tient à la grande influence de Carla Bruni, sa femme, depuis le début. C'est qu'elle a réécrit totalement le roman familial, qui ne le reconnaissait pas à sa juste réussite et qui finalement s'est réorganisé autour de lui. Donc il a été existentiellement apaisé, ça c'est incontestable. D'accord, mais sur le retour Et sur le retour, eh bien, je vais vous dire tout simplement, il le construit du matin au soir. Parce que quand il rencontre tous les délégués de circonscription de l'UMP dans les Landes et qu'il leur demande « parle-moi du parti parce que je veux organiser l'appel pour le retour », il construit le retour du matin au soir. Et ça, tous les éléments de langage et tous les communicants pourront dire le contraire. La réalité politique, c'est qu'il construit son retour. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe, c'est vrai qu'il y a un paradoxe. Alors en même temps, il construit le retour et il essaye de se mettre dans cet état d'esprit de distance. Et émotion. Il a bien compris ce qu'il fallait faire. C'est difficile d'être dans deux états d'esprit en même temps. Mais si, il persuade et convaincre. Et il est complètement en plénitude dans son rôle. C'est difficile d'être dans deux états d'esprit en même temps, quand même. Vous n'allez pas demander à Nicolas Sarkozy de ne pas s'intéresser à la politique. Attendez, ou de ne pas envisager, le cas échéant, deuxième hypothèse, qui est l'échec de l'homme normal. Alors, Michel Bétan est construit de façon politique, d'en haut jusqu'en bas. Il ne pense qu'à ça, il ne vit que pour ça. Thierry Sausset, peut-être que tu as raison de penser que c'est cohérent. Moi, je dis juste une chose. Il se lève le matin, il pense politique. À 10h, il pense politique. À midi, il pense politique. À 14h, il pense politique. Et le soir, il voit politique. Et quand il reçoit, et on peut donner 200 exemples, tous les gens qu'il voit à 8h, à 10h, à midi ou le soir, il n'est tendu que vers un seul objectif. Il en voit moins que les gens ne le disent. Alors attendez, je vais vous donner bien sûr. Il en voit beaucoup moins que les gens ne le disent. Donc on va continuer les images et puis on continuera le commentaire après. Alors en tout cas, donc on voit qu'il y a débat sur ces intentions. Ce qui est intéressant, c'est de voir toute la succession d'images et que nous envoie, et de messages aussi, que nous envoie Nicolas Sarkozy. Subi par Nicolas Sarkozy, parce qu'on peut en parler depuis le début de l'année, il n'a fait que subir les événements. On va voir les événements subis après. Maintenant, on va voir les éléments d'abord peut-être construits, ou du moins où on peut s'interroger sur la construction. Donc, récit que l'ex-président distille depuis son départ de l'Élysée, un récit avec des étapes clés. Alors, tout d'abord, je le rappelle, en 2012, silence, été 2012, ponctué par quelques photos de vacances et puis un communiqué critiquant l'attentisme de son successeur sur la série. Puis, en octobre 2012, Nicolas Sarkozy fait sa première conférence rémunérée à New York. Là, simplement quelques images, pas de déclaration, comme à Londres un peu plus tard. Monsieur Sarkozy, elle vous plaît cette vie de conférencier, Monsieur Sarkozy? Monsieur Sarkozy, sur la télévision française, s'il vous plaît. Vous commencez votre campagne aussi, pour 2017?
Voilà, on a presque l'impression qu'il s'amuse à frustrer l'attente des journalistes. Mais début 2013, il ne résiste pas visiblement à glisser quelques allusions à la situation de la France. Alors là encore, ça se passe à l'étranger, en Belgique. Et c'est pour remettre la Légion d'honneur au ministre des Affaires étrangères. Et là encore, le public est trié sur le volet. Il s'en défend, mais à Bruxelles, Nicolas Sarkozy est bien venu faire de la politique. Sa mise en examen, c'est au travers d'un proverbe belge qu'il l'évoque. Faites comme à Liège, laissez pleuvoir. Bon, je laisse pleuvoir. Il ne sert à rien de maudire la pluie, car elle finit toujours par laisser un jour ou l'autre la place au soleil. Souriant, très détendu devant la presse belge, seul autorisé à assister à la cérémonie, il multiplie les allusions. Je précise les choses, je n'ai pas vocation à m'installer. Comme ici à l'affaire Depardieu. Je suis juste de passage. Et bien difficile de le croire retiré de la politique quand il ironise avec un plaisir certain sur la taxe à 75% de François Hollande. Derrière l'hommage à son ami qu'il décore, cette nouvelle allusion est limpide. Tu as supprimé des taux d'imposition jugés comme confiscatoires à 52 ou 55%. Je précise que je ne parle que de la Belgique. Voilà, c'est un peu les messages politiques par allusion. Et puis quelques mois plus tard, en septembre 2013, nouvelle étape avec la remise d'une autre Légion d'honneur, mais en France, celle-là à Annecy. Ce devait être une visite privée. À son arrivée à 12h30, l'ancien président de la République a été pris d'assaut par les journalistes. Une barbe de quelques jours, un sourire décontracté, mais pas un mot. Nicolas Sarkozy est venu en ami pour cet ancien député UMP, Claude Biraud, 34 ans de mandat. C'est un honneur tout à fait exceptionnel puisque vous savez que c'est la première sortie de Nicolas Sarkozy en province depuis 15 mois. Nicolas Sarkozy parle beaucoup d'amitié, de confiance et de fidélité. Il n'évoque qu'un sujet politique, le nucléaire. Il a donné un exemple qui est celui de la filière nucléaire dont il s'est inquiété à juste titre qu'elle soit menacée pour des raisons idéologiques alors que c'est un des atouts majeurs de notre pays. Voilà, là ce ne sont plus des allusions mais de vrais propos politiques, donc on voit la progression. En revanche, l'ex-président refuse toujours de répondre dans le micro des journalistes et on le voit encore quelques jours plus tard lors d'un bain de foule à Cannes et à Nice. Dans les Alpes-Maritimes, le 6 mai 2012, 64% des électeurs avaient voté pour lui. Est-ce que vous pouvez me rendre maman ? Aujourd'hui, son public attend son retour. Parce qu'on l'aime, pour lui témoigner qu'on l'aime et qu'on veut qu'il revienne. Après une conférence à huis clos ce matin à Cannes, c'est avec les parlementaires UMP de la région que l'ancien président a partagé son déjeuner. Mais hors de question pour Nicolas Sarkozy de parler de retour en politique, ni même d'accorder d'interview à la presse. Décidément, sur le devant de la scène en permanence en ce moment en France. En permanence, vous trouvez ? Et comme en campagne, Nicolas Sarkozy a signé des autographes et reçu des cadeaux pour la famille. Pour Julia, qu'est-ce que c'est gentil. Je vous promets que je lui donnerai ce soir. C'est très gentil, je suis contente. Voilà, alors beaucoup de commentaires pendant ces extraits qui nous font le film d'un an et demi pratiquement. D'abord un petit mot sur le dernier extrait. Jeanne Bordeaux, vous disiez vous avez entendu ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est intéressant parce qu'en Belgique, il va dire la pluie, vous avez vu la pluie et elle laissera place au soleil. Donc on sent, attendez, la lumière reviendra. Et après, il dit à cette femme, est-ce que vous pouvez me rendre ma main? On a l'impression qu'il est toujours en train de jouer avec le désir inconscient que les Français ont de lui. Et c'est comme alors si... sur la main je vois, sur la pluie je vois pas. Tout à fait, il y a le mauvais temps et j'arriverai, le soleil revient. Il joue beaucoup avec le fait de se faire aimer et de faire sentir que ce souhait de lui est là. Donc, je pense que vraiment il y a... mais il le cultive, En tout cas il joue, il fait des allusions à ça. Exactement, et on voit bien qu'il est en train de cultiver quand même là un peu une image calme, cette sérénité qu'on ne lui prêtait point. Il aurait désormais donc de l'énergie et de la sérénité. Et il serait capable d'attendre le retour du beau temps, lui qui passe pour impatient. Alors sur les précédents moments, vous aviez commenté, Michel Bétan, le moment de Bruxelles à la Légion d'honneur et les allusions justement à la pluie en disant que c'était un moment intéressant et particulier. C'est intéressant bien sûr, mais moi ce qui est quand même très intéressant dans la stratégie qu'a décidé Nicolas Sarkozy, qui est contre sa nature, de se taire. On voit que c'est pas facile. Il faut dire que comme quand on a une stratégie, il faut la mettre en œuvre et il a choisi 4 des meilleurs communicants pour mettre en œuvre cette stratégie. François Hollande, Hérault,
Copé et Fillon. Vous savez, quand on a ces 4 communicants extraordinaires, on est tranquille, on n'a plus besoin de parler. Vous savez, quand on se regarde, on a peur, quand on se compare, on se rassure. Et là, il n'a pas besoin de parler. Les autres font tout le travail pour lui, pour le faire désirer, pour que les Français demandent son retour. La différence, c'est que le jour où il va se remettre à parler, c'est ça le grand sujet. Quel va être l'impact de sa parole ? Qu'est-ce qu'il va dire de nouveau? Moi, aujourd'hui, le seul déplacement que je vois de Nicolas Sarkozy, c'est pas vers la droite, hein, c'est faux, c'est vers la gauche. Il est en train de se recentrer à gauche, Nicolas Sarkozy, dans tous les propos qu'il tient. Oui, dans tous les propos qu'il tient. Quand il a dit que voilà, la droite était conservatrice, bien sûr, par dans exemple, tous le les 8 propos juillet. qu'il tient. En fait, il a compris qu'il ne pouvait pas gagner que sur sa droite et qu'il avait besoin de la gauche parce qu'il avait besoin de reconquérir. Quand il dit François Fillon a tout faux sur les 35 heures et sur le travailler plus, quand il dit qu'il ne faut pas toucher au nucléaire, il s'adresse à la gauche, hein, il faut pas croire, il ne s'adresse pas qu'à la droite. Il a donc un discours qui est totalement différent. Enfin, un discours tout en se taisant. En fait, un discours rapporté. Mais bien sûr, bien sûr. La séquence que vous avez montrée sur Bruxelles, hein, avec donc ce show là qu'il a fait devant les journalistes belges et ce qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Il faut savoir que ça vient à un moment très particulier. Ça vient peu après que François Hollande ait adressé à un enfant au salon de l'agriculture cette phrase qui restera dans les annales: Nicolas Sarkozy, tu le verras plus. Oui. Parce que l'enfant demandait: mais il est où Nicolas Sarkozy? Il a répondu: ah, tu me verras plus. Voilà. Donc il va commencer à monter en gamme à partir de ce moment-là. Ce qui est intéressant de ce point de vue-là. La remise de la décoration à Annecy, elle est d'autant plus intéressante qu'elle entame le rapport de force en coulisses avec les fillonistes. Parce que le monsieur décoré député, dont on a souvent découvert l'existence ce jour-là, est un filloniste. C'est quelqu'un d'important dans la stratégie. Il est un filloniste qu'il a fallu donc également briser. Lorsqu'il va à Nice et qu'on voit autour de lui un Christian Estrosi, un Éric Ciotti, qui ont pris position pour François Fillon et qui sont en train de revenir auprès de Nicolas Sarkozy, il entame le rapport de force parce qu'il a compris que François Fillon, à ce moment-là, ça a changé depuis, à ce moment-là, est en face de lui et reste déterminé et surtout est dans un moment où il a l'air d'attirer un peu du monde. Donc le rapport de force en interne est très dur et déterminant pour Nicolas Sarkozy. Donc ce sont ce que vous dites, au-delà des images qu'on peut voir, il y a donc des vrais messages politiques un peu codés pour les uns et les autres. Et alors la question que ça pose aussi, hein, parce que vous dites, bon, il est parti en disant je me tairai, et puis il a eu finalement la situation qui fait qu'il y a une attention, enfin je me tairai pas, il avait quand même promis le silence. Le 8 juillet il s'est pas tué. Hein. Non, le 8 juillet il s'est pas tué, on y reviendra, mais c'était à huis clos aussi, en tout cas on l'a peu entendu. Alors justement, Thierry Saucier, la question que ça pose, c'est est-ce que cette évolution-là, on voit quand même toute une série de séquences, hein, les grandes conférences à l'étranger, il parle peu, puis il procède par allusion, par humour, enfin on voit toute une progression. Est-ce que c'est une progression qui est plus ou moins pensée, ou alors il réagit finalement aux circonstances de manière un peu intuitive? Deux choses d'abord, une petite parenthèse, il n'a jamais été dans un logiciel idéologique, on a essayé de l'enfermer à un moment ou à un autre. Gauche, moi quand je travaillais avec lui, on a sauvé le modèle social français, d'ailleurs beaucoup étaient là aussi pour un président de droite, et donc c'est quelqu'un qui n'est pas enfermé dans un logiciel idéologique. Et la deuxième chose, non, je ne crois pas. Je crois pas. Quand on prend la totalité de ses discours, je ne crois pas. Alors, voilà sur le fond. Et pour répondre à votre question, il n'a pas le droit de ne pas avoir un minimum d'existence. C'est la première fois, on le disait tout à l'heure en coulisses, depuis le général de Gaulle, que 80% des électeurs de droite, un an après ou un an et demi après un échec, se concentre autour de celui qui a été battu. Attendez, c'est un phénomène qu'on n'a pas connu depuis De Gaulle. Donc il n'a pas le droit. Attendez, donc il réagit. Si je peux simplement terminer. Il n'a pas le droit de ne pas quelque part entretenir cet espoir que ce soit lui qui l'incarne à un moment donné ou que ce soit quelqu'un d'autre. Ce serait une forme de désertion pour un politique. Nicolas Sarkozy a sur son bureau un seul sondage qui regarde tous les matins. 6 Français sur 10 ne veulent pas son retour. La droite veut son retour, les Français ne veulent pas son retour. Et tout ce qu'il fait, c'est pour créer les conditions justement pour que les Français reviennent. Donc on est dans une logique où il n'est pas encore désiré. Alors Jeanne Bordeaux, pardon. Alors justement, la question qui se pose, c'est pour convaincre ces 6 Français sur 10 qui ne veulent pas son retour, l'histoire qu'il nous raconte est-elle potentiellement capable de les convaincre? Mais elle est là. Il y a l'émotion au moment du départ et on voit que son clan ne le haïssait pas tant et autant que les journalistes l'ont dit. Ensuite, il y a la posture où je suis cet expert international. En même temps, je garde une vie minimum. Mais il se pose comme tel défenseur d'une Europe où il y a mené ces grandes conférences et ça n'échappe pas aux Français. Ensuite, dans son histoire, j'ai mis les étapes. Il y a le recul
possible avec la distanciation. Je reste pourtant un expert. Qui dit expert dit je reste subtilement référent. Et d'une certaine façon, tout son discours, quand on regarde les verbes, c'est je continue, je poursuis. Alors, donc qu'est-ce que l'on peut dire avec le peuple? Il n'y a pas eu de la part de M. Sarkozy de rupture. La principale innovation de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a créé le premier mandat post-présidentiel. Oui. Il est le premier président, ex-président en activité. Et ça, c'est tout à fait nouveau vis-à-vis de effectivement la culture politique française. On a pu le voir ailleurs. Parce qu'on a pu le voir aux USA. Mais avec des présidents qui avaient vraiment tourné la page. Les grandes conférences, c'était quand on avait tourné la page. Ou tourné la page, ou passer l'arme à gauche, ou les électeurs n'en voulaient plus. Là, et on est dans une logique et personnelle et d'époque. Simplement, il a aussi son enjeu, c'est qu'il faut qu'il colle à l'époque d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous dites le général de Gaulle, aujourd'hui c'est l'époque des réseaux. C'est la France à l'horizontale. La pyramide, c'est terminé. Et là, il faudra qu'il soit capable de coller à cette époque. Alors justement, sur l'histoire qu'il nous raconte, Michel Béton, justement sur son efficacité pour les, justement, 6 Français sur 10, pour ceux qui ne sont pas les militants de droite. Il raconte 2 histoires. Il raconte une histoire aux Français, et je vous suis là-dessus, et il raconte une histoire à son clan, parce que n'oubliez pas, en 2016, il va devoir, quoi qu'il fasse, il décide de revenir, il devra passer par la primaire. Je ne vois pas comment il pourrait faire autrement, sauf à ce que l'ensemble des dirigeants politiques à droite, ce que je ne pense pas, décident de rentrer sous la table. Ce que je ne crois pas du tout. Et donc il est obligé. Il est bien sûr. Il y a de fortes chances. Thierry, je vais revoir. Est-ce que je peux terminer? Alors allez-y, il y a de fortes chances. Donc il est obligé d'avoir un autre discours. Si aujourd'hui il s'active autant de façon souterraine, pourquoi? Vous pensez qu'il s'activerait autant s'il n'y avait pas Fillon, Copé, Juppé, Bertrand, Wauquiez, Le Maire? C'est pour ça qu'il s'active autant. C'est pour ça qu'il a envoyé beaucoup de cartes postales et qu'il continue à en envoyer. Les cartes postales, ce sont ces images qu'on voit. Mais bien sûr. Donc il est en train de construire. Il est en train de construire un double récit. Il a un récit qu'il raconte à l'ensemble des Français et l'ensemble de ce qu'il fait en passant des meetings. Concert de Carla Bruni, pardon, meeting-concert de Carla Bruni, et en continuant à envoyer ses messages à l'ensemble des Français, et puis il s'adresse à son camp, et il dit attention, ne m'effacez pas si vite, je ne serai pas Giscard d'Estaing. Voilà. Dernier mot, parce qu'après il y a un dernier extrait qu'il faut qu'on voit. Effectivement, il a inventé le mandat post-présidentiel, et 2, l'autre nouveauté, c'est que à son désir de revenir, le message de son camp, c'est tu peux revenir, mais tu n'es plus le seul. Donc en ce moment se joue un autre rapport de force, les primaires, où tout le monde lui dit tu passeras aux primaires comme tout le monde. D'accord, donc il veut montrer aussi ce désir de la France pour lui qui est un argument pour les militants. Est-ce qu'on a parlé, et c'est très important pour finir, on a parlé des images et des moments de communication maîtrisés ou plus ou moins maîtrisés par Nicolas Sarkozy, et il y en a eu d'autres qui se sont imposés et que je voulais vous faire commenter. Alors le premier, c'est lorsque le juge Gentil le met en examen pour abus de faiblesse sur la personne de Liliane Bettencourt. Alors là, hormis un commentaire sur sa page Facebook, l'ex-président ne réagit pas, mais sa femme le fait à la radio sur RTL lors de la promotion justement de son album. Là, c'est pour son album, c'est pas les concerts, on écoute. Est-ce que vous avez envie de sortir les griffes après cette mise en examen? Oui, j'ai envie, mais j'ose pas. C'est un peu une épreuve pour moi d'en parler. C'est tellement inimaginable que cet homme-là puisse abuser de la faiblesse d'une dame qui a l'âge de sa mère. Je sais pas comment vous dire, c'est impensable. Je ne veux plus en parler. Alors, suite à ça, il faut savoir que Carla Bruni a regretté de s'être exprimée, mais vous dites les uns et les autres que finalement Nicolas Sarkozy brûlait de s'exprimer lui-même à ce moment-là. Écoutez, en tout cas, de tout ce qui a été rapporté, c'est que ce jour-là, lui-même a vraiment poussé l'idée d'aller aux 20h, expliquer la situation dans laquelle il était. Et s'il avait décidé de le faire intérieurement, même si ses collaborateurs l'ont retenu en lui expliquant... Ça n'aurait pas été bien d'aller aux 20h? Ben non, d'aller aux 20h, non, je pense pas. Parce qu'objectivement, il aurait remis de l'huile sur le feu de façon incroyable. Thierry Saucé, ça n'aurait pas été bien d'aller aux 20h? Moi, je ne sais pas quelle était sa position exacte à lui. En tout cas, l'hypothèse avait été évoquée d'aller aux 20h. Et lui, sa première réaction, c'est généralement tout de suite d'aller au... D'aller parler. D'aller au charbon. C'eût été une très mauvaise idée. Évidemment, il vaut mieux les séquences que nous avons vues jusqu'à présent que celle-là, d'autant que dans les sondages, il a perdu 2,5 points, il les a regagnés 3, 15 jours après, et donc cette affaire n'était pas crédible, elle n'entamait pas son rapport, en tout cas à son électorat, et donc c'était parfaitement inutile d'aller en rajouter. Ça valait pas la peine de parler. Alors, suite à ça, donc l'ex-président, décidément, bénéficie d'un non-lieu, mais c'est un autre imprévu qui va le pousser à s'exprimer, l'invalidation de ses comptes de campagne par le Conseil
constitutionnel début juillet. Alors concrètement, l'UMP doit payer ce que les sages refusent de valider. Aussitôt, Nicolas Sarkozy annonce qu'il se met en retrait pour retrouver sa liberté de parole. Il promet de s'investir pour recueillir des dons. Et quelques jours plus tard, le 8 juillet, il va même au siège de l'UMP prononcer un discours devant les cadres du parti. Un discours à huis clos, mais des images vont fuiter. Regardez. En bon fan, beaucoup l'ont attendu un long moment sous le soleil. À l'abri des journalistes, Nicolas Sarkozy s'adresse aux cadres de l'UMP. Sur cette vidéo amateur, on l'entend expliquer pourquoi il a choisi de réapparaître alors que le parti est menacé de naufrage financier. Et je me suis dit peut-être que ça donne un coup de main, si je m'y mets un peu. Donc, pourquoi ça sert-il d'avoir 1 million d'amis sur Facebook? Et pourtant, l'ancien président l'assure, l'heure du retour n'a pas sonné. Ceci n'est pas ma rentrée politique. Le jour où je reprendrai la parole, ce sera pour parler aux Français de la France. Ce ne sera pas pour parler de moi, pas pour parler de nous, ce sera pour parler d'eux. Le message de Nicolas Sarkozy, c'était un message très important, à la fois d'amitié, de solidarité à l'égard de notre famille politique. Et vous savez combien nous sommes les uns et les autres très attachés à lui. Ça n'est pas pour autant, il l'a dit lui-même, un retour en politique. Monsieur Fillon, comment ça s'est passé? François Fillon garde le silence. Comme tous, il a remarqué que Nicolas Sarkozy a plus parlé de la France que du parti dans son discours. Alors, on va revenir sur les coulisses de ce moment qui sont effectivement particulièrement intéressantes, mais d'abord sur l'image renvoyée à ce moment-là, Jeanne Bordeaux. C'est vrai qu'il y a quand même, on peut dire, un paradoxe qui a été d'ailleurs relevé par pas mal de commentateurs à l'époque, c'est que, voilà, on peut dire que c'est quand même un peu à cause de lui que son parti est dans la panade, c'est quand même ses comptes de campagne qui ont été invalidés, et puis il arrive en sauveur, acclamé dans son parti. Là, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus voilà, dans cette image Alors, je crois qu'encore une fois, il y a deux analyses, c'est-à-dire celui d'une caste et d'un monde fermé politique parisien qui va s'en rendre compte. Ça, c'est ce que je viens de dire, c'est la caste, voilà, d'accord. Exactement. Et puis pour le public, vous l'avez très bien dit aussi, ce non-président omniprésent, parce que c'est ça qui est tweeté sur lui. Donc jamais c'est un ancien candidat. On ne peut pas l'imaginer autrement qu'au-dessus du parti. Finalement, on voit bien qu'on lui réserve un certain respect. D'accord, vous dites que c'est quelque chose qui est positif, qui passe bien. Oui, pour le public, je crois. Le public, quel qu'il soit. On ne comprend pas complètement l'histoire. On se dit, à nouveau, il s'engage. Il ne devait pas sortir, mais il y a encore une cause difficile. On ne se dit pas, il profite du moindre prétexte pour sortir. Je ne crois pas. Et encore une fois, il est très, très astucieux dans ses prises de parole. Quand il dit, je reprendrai la parole, ce sera pour parler aux Français de la France. Donc on a l'impression que dès qu'il parle, il est en effacement avec une notion de service qu'il ne formule pas, mais qu'il laisse entendre. Alors là, on a vu très subtil. Alors bon, vous ne citiez pas d'autres phrases qu'il a tenues ce jour-là, parce que vous verrez qu'il ne s'adressait pas du tout aux Français. Justement. Alors, que 99% de son discours a été un discours. Ce sont les phrases qui ont été... retient l'essentiel. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais Jeanne Bordeaux a réagi sur l'image qu'on a pu voir. Alors après, ce qui est frappant, c'est que des phrases de son discours qui ont fuité, qui ont été reprises à la télévision, il y a peu de phrases sur la vie interne du parti. En revanche, il y en a eu beaucoup tweetées dans par son le équipe. discours. Il faut que tout le monde soit au courant. C'est pas des phrases qui sont sorties et sont tweetées en même temps qu'il prononçait le discours. Mais bien sûr. Mais c'est ça qu'on veut faire passer comme message. C'est parfait. La stratégie était parfaite. Alors la stratégie, attendez, pour qu'on comprenne bien, la stratégie, les phrases tweetées en direct par ses amis, c'est ce qu'on a entendu. Voilà. Mais c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. La réalité, c'est que les élus qui ont été convoqués ce jour-là, et d'ailleurs qui sont venus en peu de nombre, en réalité, par rapport aux gens qui étaient donc convoqués, tout simplement sont sortis très en colère. Et en premier lieu, bien sûr, Jean-François Copé, qui s'est pris une critique monumentale de la gestion de l'UMP, qui, la droite, s'est prise une critique sur le fait qu'il fallait avoir des idées pour s'opposer, vous n'en avez pas, moi je vais vous en donner. Bref, ils sont sortis de là en disant, il n'a pas changé. Il est venu, on vient pour l'aider, parce que c'est quand même effectivement, comme vous dites, lui qui est dans le problème avec les comptes de campagne, et il a mis des pains à tout le monde. Donc, en réalité, il n'a pas changé, ils sont sortis là très en colère, et il y a eu beaucoup de difficultés pour ensuite convaincre les élus qui devaient donner de l'argent pour aider l'UMP. Ça n'a pas été facile du tout. D'accord, ça a peut-être marché auprès du grand public, mais pas... Alors c'est vrai qu'on l'a moins raconté. Il y a deux stratégies dans cette histoire. D'abord, il a eu une gestion de crise. Il était en gestion de crise. Attendez, la communication de crise, c'est pas la communication habituelle. Là, la stratégie, il y en a, mais elle vient après. Elle est en post-construction, bien sûr. Donc moi, sur la gestion de la crise, en termes de communication, je peux dire qu'il n'a pas commis une erreur.
La seule erreur qu'il ait commise, et qui est absolument incroyable, c'est qu'il est arrivé et qu'il a déconstruit son camp. Alors, on parlait du... Oui, il a déconstruit son camp. Alors, vous allez il a tapé sur les uns et les autres. Bien sûr, on ne s'adresse pas aux Français par ce biais-là, mais l'image qui sont données, les critiques qui ont volé juste après par l'ensemble des élus, elles sont quand même arrivées... Alors, pourquoi a-t-il fait cette erreur? C'est la question qui se pose. Mais parce que d'abord, je pense que la situation n'était pas simple pour lui. Vous savez que pendant qu'il faisait son discours, il y a une blague qui est circulée parmi les élus qui étaient assis là et qui l'écoutaient. Nicolas Sarkozy vient de changer le tarif de ses conférences. Il prenait 150 000 euros par heure et maintenant il prend 11 millions pour 3 quarts d'heure. Il a entendu ça? Mais je ne sais pas s'il a entendu, mais en tout cas, vous voyez très bien que quand on sort ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors vous allez me dire, pour les Français, c'est pas important. Détrompez-vous, madame, la classe politique, elle est construite de telle façon et les élus, que etc. si tout le monde n'est pas embarqué en même temps et que les gens sortent de là en disant qu'est-ce qu'il nous a fait, il n'a pas changé, on ne veut plus le voir. Ça quand même, ça marque les esprits. Pourquoi cette erreur? Pourquoi a-t-il dit ça? C'était prévu, pas prévu? Il s'est laissé emporter? Parce qu'il y a un sentiment affectif et qui au fond vrille un petit peu tout ce qu'on raconte depuis le début de cette émission. Nicolas Sarkozy est un affectif. Et tout ce qu'il veut, c'est la grande blessure de la défaite 2012, c'est j'ai été rejeté. Il avait parfaitement saisi en 2007 la force du désir. Il a parfaitement saisi en 2012 la force du rejet. Et ça, c'est la grande blessure. Tout ce qu'il fait depuis le début, c'est reconstruire le désir qu'il a eu sur lui en 2007. Attends, on va faire réagir Thierry Sausset. Thierry Sausset, justement, sur ce moment où, effectivement, ce qui peut passer pour une maladresse dans sa stratégie, effectivement, qui est une stratégie de crise, il s'y prend bien, sauf que, effectivement, il s'en prend à tous les élus. Alors, comment vous expliquez ça? Convenons qu'il ne pouvait pas ne pas s'en occuper. Il était directement impliqué. Deuxièmement, convenons tous que son engagement a été déterminant dans la collecte de fonds. Il y a énormément, on parle des élus, mais la vérité, c'est que les militants, les gens, y compris pas forcément de droite d'ailleurs, l'ont fait pour lui. Troisièmement, s'il en a un peu rajouté, comme parfois on le lui prête, en rencontrant ses petits camarades, un peu rajouté qui ont sans doute bien besoin d'avoir ses conseils d'ailleurs, par parenthèse. Enfin, ils l'ont payé cher. Allez, les conseils sont chers. Admettons cela, mais enfin franchement, c'est pas ce qui aurait été marquant pour l'opinion publique du point de vue de cette séquence. Alors, oui, mais il sait lui-même que son clan se décompose, donc je ne sais pas jusqu'à quel point c'était tant une erreur aux yeux des Français. Il sait que son clan se décompose, il sait que les cartes vont se rebattre, donc je crois qu'au fond, il est très tacticien et stratège. Et je pense qu'en termes de stratégie, il y a quelque chose dont il faut se souvenir, c'est que M. Hollande est en train de tomber parce qu'il est impopulaire. Donc un homme politique doit être populaire. Non, alors le mot de la fin, c'est moi qui vais vous le proposer. Justement, pour finir. Non. Sur l'image qu'on vient de voir, effectivement, des tentatives, on l'a dit, quand même, Nicolas Sarkozy a été battu pour des raisons d'image aussi. Est-ce que dans toutes les séquences qu'on vient de voir, il y a une nouvelle image de Nicolas Sarkozy qui s'impose? Il est en train de déconstruire tout ce qu'a fait son quinquennat de 2007 à 2012, qu'il a commencé à corriger dès 2010, mais là il est dans la construction d'une nouvelle image. Nouvelle image, il réussit à construire une nouvelle image, vous dites. Je veux dire, c'est non seulement une nouvelle image, mais c'est ce qu'il est. Il est plus calme, il est plus serein, il prend davantage son temps. Il ne s'intéresse pas seulement à la politique, mais à d'autres choses, d'autres univers plus qu'avant. Et donc, quelque part, comme toujours, vous ne pouvez pas construire une nouvelle image complètement en dehors de vous-même. Alors, certains trouveront que c'est surjoué, qu'on en rajoute, que c'est planifié, mais à la vérité, il y a quelque chose de puissamment vrai au départ. Oui. De nouvelle image, Michael Darmon. Ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Sarkozy, au fond, comme un Chiracien, qu'il a été très bon pour la conquête, plus compliqué pour la pratique du pouvoir. La difficulté, c'est quand il se mettra à parler. Qu'est-ce qu'il va dire? Et là, tout sera... Et alors, a-t-il vraiment, et pour finir, mais a-t-il vraiment changé? Puisqu'on voit dans certains moments, effectivement, qu'il est plus posé, plus détaché. Le 8 juillet, est-ce qu'il a vraiment changé? Jusqu'au jour où il sera peut-être réélu. Le jour où il sera réélu, il reviendra tel qu'il est. Parce qu'on ne se change pas à son âge. C'est pas vrai. Il est ce qu'il est. On peut s'adapter à des circonstances, mais pas changer fondamentalement. Il va bien évidemment prendre de la distance avec certains événements qui tout d'un coup prenaient une telle importance, un incendie. Il va sans doute peut-être s'occuper beaucoup moins de ce dont il s'est occupé quand il était président de la République, où rien ne pouvait lui échapper dans la décision. Ça c'est sûr. Par contre, on ne change pas une personnalité telle qu'elle est. Mais attendez, on ne change pas complètement. Mais je ne crois pas ça. Je pense que s'il revient, ce sera pour faire autre chose, y compris au plan de l'organisation politique, de la communication,
considérations de l'Élysée. Et oui, mais ça changera beaucoup de choses. Ces considérations psychologiques seront le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Lorraine Boisson qui sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Laurent Ferré qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en lait.